Alors, je vais juste attendre peut-être que la porte soit fermée. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Ce matin, on apprend une très, très mauvaise nouvelle. Il y a une augmentation importante de la pauvreté chez les enfants au Québec. Évidemment, quand il y a une augmentation de la pauvreté chez les enfants, c'est parce que c'est leurs parents qui ont de la difficulté en ce moment avec l'explosion du coût de la vie, de l'épicerie, du logement. Tout augmente beaucoup, ce qui fait qu'il y a des parents, un parent sur 4 a de la difficulté à subvenir aux besoins de la famille et de ses enfants. Moi, je trouve ça horrifiant d'apprendre ça aujourd'hui dans notre Québec, une société riche comme la nôtre, où de voir les inégalités augmenter à ce point-là, ça me heurte énormément. Et je suis d'accord avec un article qui était sorti, je pense, dans le Soleil la semaine passée, qui dit que les inquiétudes des Québécois sont aux antipodes de celles des politiciens. Je vais vous l'avouer, moi, j'ai honte de la classe politique. J'ai honte de voir la classe politique ne pas donner autant d'importance à cet appauvrissement-là. Maintenant, c'est rendu que les enfants sont de plus en plus pauvres. On est loin du Québec fou de ses enfants d'il y a plus de 20 ans, où est-ce qu'on s'est dit collectivement, on va tout mettre en œuvre pour nous assurer que les enfants, peu importe où est-ce qu'ils naissent, qu'ils puissent avoir autant de chances puis qu'ils puissent manger au moins à leur faim. J'ai honte de la classe politique parce que elle ne met pas de l'avant, sauf à Québec solidaire, des propositions sur ce qui préoccupe les gens. La semaine passée, on le voyait là, dans le sondage qui est mentionné dans l'article, c'est flagrant, là. C'est 70% de la population. Sa priorité, c'est le coût de la vie, notamment l'alimentation. On le voit, je le vois quand je suis dans les épiceries. Ou dans les magasins une pièce, les gens me disent on essaie d'aller chercher, grappiller des économies 50 sous par-ci, 50 sous par-là. Quand on est assis ici dans le confort de l'Assemblée nationale, quand les politiciens sont assis ici, bien, peut-être qu'ils ne la ressentent pas que 50 sous chez les gens, ça fait une différence. Ils commencent à être déconnectés. On est les seuls à Québec solidaire à faire des propositions. Non, on n'est pas les seuls. Il y a Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec. On est les seuls deux partis qui parlons de la crise du coût de la vie. Le Parti conservateur, les solutions qu'il amène va appauvrir la population en mettant du privé partout. Nous, ce qu'on met de l'avant, c'est des propositions simples que le gouvernement peut mettre en place, comme par exemple d'enlever la TVQ sur les produits d'hygiène. Il y a une adhésion à la population pour ça, d'enlever les taxes sur les produits usagés comme les vêtements pour enfants, de geler les loyers à l'inflation. C'est ça notre rôle, nous, comme élus ici à l'Assemblée nationale, c'est d'être à l'écoute des préoccupations des gens, de les comprendre puis d'amener des solutions. On est les seuls à le faire et d'autres partis, on est les seuls à vraiment amener des propositions qui vont avoir un impact sur la vie des gens, puis s'assurer qu'il n'y ait pas une augmentation de la pauvreté chez les enfants. Je trouve ça, ça m'indigne au plus haut point. Moi, je vais vous parler ce matin du PEC et de ce qui se passe avec ça. Puis je vais commencer par vous raconter une petite histoire là, de la CAQ au pouvoir. Ça fait 7-8 ans qu'ils sont là et ils ont voulu toujours faire croire qu'ils défendaient le Québec. Et pour faire croire qu'ils défendaient le Québec, bien, ils se sont trouvés des boucs émissaires faciles. Parmi ceux-là, il y avait les immigrants. Tout à coup, il y a une crise du logement, c'est pas leur inaction le problème, c'est pas les spéculateurs. Ah non, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Après ça, il y a des problèmes dans les services publics, il y a la pression. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben là, ça c'est parce qu'il y a trop d'immigrants, alors on va faire semblant qu'on défend le monde, puis on va réduire le nombre d'immigrants. Et là, c'est ce qui a mené à l'abolition du PEC. Ce qu'ils avaient sous-estimé, par exemple, c'est à quel point les Québécoises et les Québécois allaient défendre les immigrants aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu dans les manifestations en fin de semaine. Les personnes qui sont venues ici puis qui attendaient d'être sélectionnées dans le PEC, là, ces gens-là sont devenus nos collègues, nos amis. Les parents des amis de nos enfants sont devenus nos voisins. On les connaît. Puis aujourd'hui, on voit concrètement l'impact terrible qu'aurait leur départ du Québec, mais aussi on les aime et on veut les garder. Et aujourd'hui, l'amitié, la solidarité du peuple québécois, elle est en train de triompher de la peur. Et même Bernard Drinville, oui, le Bernard Drinville de la Charte des valeurs, le Bernard Drinville du projet de loi 94, le Bernard Drinville qui disait comme ministre de l'Éducation, « Ah, les enfants ont faim, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants dans les écoles. » Ce Bernard Drinville-là essaie d'avoir du cœur, ou d'avoir l'air d'avoir du cœur, puis il dit, « Ah, mettons une clause grand-père pour certains orphelins du PEC. » Ça n'a aucun bon sens. On n'est pas dupe de ça.
Puis nous, ce qu'on demande, c'est d'aller beaucoup plus loin. La CAQ ne s'entend même pas sur cette mesure de plus en plus impopulaire, cette mesure décriée par un large mouvement citoyen à travers le Québec, soutenu par les maires et les mairesses, soutenu par les chambres de commerce et le conseil du patronat. La CAQ doit suspendre l'abolition du PEC jusqu'à au moins à la fin de leur course à la chefferie pour qu'on voit qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce que Christine Fréchette, là, elle était pour le PEC, elle. On comprend que là, elle a voulu avoir une espèce d'appui nationaliste de Roberge et puis que là, elle souffle le chaud et le froid. Mais ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas la légitimité de mettre en péril l'avenir de milliers de personnes comme ils le font en ce moment. Les gens qu'on est allés chercher, puis qui sont venus ici, puis qui bâtissent la société québécoise avec nous, elles ont droit à de la stabilité, à du respect et à de la dignité. C'est combien de gens que vous estimez qui doivent rester au Québec, qui étaient inscrits dans le PEC aboli il y a 2 ans? Bien, je vais laisser mon collègue Guillaume Clich-Rivard aller sur les chiffres avec vous dans le détail parce que c'est des sujets très complexes. Vous êtes co-porte-parole. Vous devez avoir des discussions sur combien? C'est 10, 20, 30, 40, 50, 60 000? C'est des milliers de personnes dont on a besoin. Et nous, un gouvernement solidaire, ce qu'on ferait, c'est qu'on ramènerait le PEC pour assurer la stabilité. Exact. Mais ce qui est certain, c'est pas les centaines de milliers de personnes, comme l'a dit, en mentant. Au Salon Rouge, Jean-François Roberge, il y a eu même des experts qui sont sortis qui ont dit qu'ils mentaient, qui disaient des chiffres qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Dans la dernière année, je pense en 2023, c'était comme 9 000 personnes. On a de la difficulté maintenant à savoir le chiffre exact des gens qui aujourd'hui ont pu l'avoir, mais c'est dans les milliers de personnes. C'est pas des centaines de milliers où est-ce qu'il a essayé d'induire la population en erreur en disant que c'est tout le monde et tout ça, parce que c'est compliqué l'immigration, fait qu'il s'en sert après ça pour faire de la petite politique, alors que c'est des gens qu'on a besoin ici. Il y a une course évidemment à la chefferie à la CAQ, puis des candidats ont différentes positions, mais M. Legault, lors de son caucus présidentiel, a prévenu tout le monde qu'il n'y aurait pas de poste. Encore lui, le premier ministre. Est-ce qu'à ce moment-ci, il ne pourrait pas lui imposer peut-être un recul, le premier ministre? Bien, j'invite François Legault à dire à son équipe et à Jean-François Roberge, c'est lui de toute façon qui est le premier ministre, c'est lui qui décide. On arrête ça. On suspend l'abolition du PEC. Vous entendez même pas entre vous, hein, il veut pas se mêler de cette course-là puis prendre pour Christine Fréchette ou pour Bernard Drainville. Vous entendez pas entre vous. Quand il va y avoir un premier ministre, là, la personne qui est chef de la CAQ, là, va décider qu'est-ce qu'on fait avec le PEC. Évidemment, nous, on va toujours vouloir qu'il ne soit pas aboli, qu'il soit mis de l'avant ou à tout le moins qu'il y ait une clause grand-père. Mais pour le moment, il y a déjà assez de confusion dans la population. C'est déjà assez confus comme ça, ce que fait Jean-François Roberge avec un nouveau programme qui n'est pas très clair. Il peut y avoir plusieurs programmes. Là. On n'est pas obligé d'abolir un puis de ramener l'autre. Mais là, ce qu'on demande, notre demande est très claire. Suspendez l'abolition du PEC le temps qu'il y ait un chef à la tête de ce gouvernement-là. Je veux revenir sur le coût de la vie. Que Bernard Drainville, c'est un allié. Donc, avec le premier pas qu'il a fait hier. Moi, non, c'est un drôle d'allié. Je pense que Bernard Drainville sent que le vent est en train de tourner dans la population. C'est juste ça qui se passe. Puis il veut avoir l'air d'avoir du cœur. Puis à l'intérieur de cette course-là, il prend la position la plus ouverte, mais il ne faut pas oublier son bilan. Là. Je ne pense pas que c'est un allié des Juste revenir sur le coût de la vie. Vous avez peut-être vu là, le rapport du CA Québec, mais aussi celui de la Régie de l'énergie. Donc, le coût de l'essence au Québec a subi une baisse généralisée, mais on continue de payer trop cher. Finalement, l'abolition du prix plancher par la CAQ, c'est pas si efficace que ça. Oui, bien, en fait, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous, à Québec solidaire, très rapidement, on a dit qu'il faut qu'il y ait une réforme de la tarification carbone. Mais ce qu'il faut aussi en retour pour aider les gens à souffler, c'est de faire une remise dans les poches des ménages qui sont les plus pauvres. Il y a des gens qui n'ont aucune autre alternative que d'utiliser l'essence et aussi ils sont à faible revenu. On le voit, là, ils ont de la misère à manger. Sûrement aussi, le transport, c'est un élément dans les budgets des familles qui coûte très cher. Donc, ce qu'on a proposé, ça fait à peu près plus qu'1 an, de remettre de l'argent dans les familles les plus pauvres. Et aussi, il y a les agriculteurs qui donnent beaucoup, beaucoup d'argent, qui payent dans ce pot-là, le fonds vert. Et ça serait d'avoir mais ils ne voient pas après la couleur de cet argent-là, d'avoir un fonds pour eux, pour qu'ils puissent les aider dans la transition. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, puis en enlevant la tarification, il faut qu'il y ait un indice de prix, ça respecte la science, et en même temps, on aide les gens face à la montée du prix. Est-ce que le ministère des Ressources naturelles est au service de l'industrie forestière lorsqu'un appel de Domtar suffit à infirmer la décision fonctionnaire? C'est très préoccupant ce qu'on a appris ce matin.
les règles ne sont pas respectées. Il y a une sous-ministre qui était, de ce qu'on comprend, le candidat de la CAQ aux dernières élections aussi, qui fait ces manœuvres-là. Difficile de croire que le ministre n'était pas au courant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, ça sent mauvais. Il y a quelque chose qui a l'air d'être croche là-dedans. Évidemment, on n'a pas tous les fins détails, mais il faut absolument faire la lumière là-dessus. Et j'espère que le ministre, en premier lieu, puis son gouvernement et le premier ministre vont exiger là-dedans qu'on ait toute la vérité sur ce qui s'est passé parce que ça sent mauvais. Sur le coût de la vie, vous avez mis en contexte toutes les difficultés que les gens peuvent éprouver à cause de ça. Pas peuvent, ils l'éprouvent en ce moment. Il faut Ben, vraiment aller dans une épicerie puis parler aux gens puis voir comment D'accord. c'est très, très dur. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous avez l'impression que le débat sur le référendum puis la souveraineté prend trop de place? Absolument pas. Il faut toujours être dans les enjeux de la fin du mois et dans les enjeux du siècle. Si on ne règle pas les problèmes généraux de la société, les problèmes structurels, il va toujours y avoir des problèmes la fin du mois. Alors, la question de la démocratie, de la souveraineté, de l'indépendance du Québec, c'est quelque chose qui est toujours de plus en plus urgent dans notre histoire et ça prend toujours de la place et c'est important que ça le fasse parce qu'on doit changer aussi le système au Québec. Il y a plein de choses en profondeur à changer. Il faut avoir des mesures urgentes puis être connecté à ces besoins-là comme nous, on le fait à Québec solidaire, mais il faut avoir la vision aussi plus long terme. Justement, c'est que vous avez parlé de déconnexion par rapport aux problèmes liés au coût de la vie. Puis un des reproches qu'on a formulés au Parti québécois, notamment après le discours de M. Saint-Pierre Plamondon à son congrès, c'était justement d'avoir trop parlé d'une certaine façon de la question de la souveraineté. Donc, est-ce que vous avez l'impression que sur cet aspect-là, le PQ est déconnecté? Je ne vais pas commenter aujourd'hui le rapport du PQ aux préoccupations des Québécoises et des Québécois. Mais pourquoi pas? Parce que ce qui est plus intéressant, c'est les enjeux réels lui-même. En ce moment, la question de l'indépendance, elle est très importante et je pense qu'on doit en parler davantage, effectivement. Je suis content que vous tendiez la perche aujourd'hui. On est dans une période de notre histoire dans laquelle on a réalisé, notamment avec la pandémie, notamment aussi avec la guerre tarifaire, à quel point nos liens de dépendance politique, mais aussi économique dans les chaînes d'approvisionnement, nous ont rendus vulnérables. Et il faut qu'on ait une vision de la société et de l'avenir du Québec dans lequel il y a de la résilience, de l'autosuffisance, de l'indépendance à plusieurs niveaux. Je pourrais parler aussi de la question culturelle. On voit avec Live Nation, on subit un impérialisme culturel américain, comme de même que dénoncent les Européens aussi par rapport à Live Nation. Live Nation qui est même poursuivi aux États-Unis même par des gens qui disent « Mon Dieu, c'est un monopole, ça tue l'émergence de notre culture ». Donc, l'enjeu de la souveraineté, de l'indépendance, de l'autosuffisance, elle est toujours de plus en plus actuelle et nous, on continue à en parler. Pour poursuivre sur Live Nation, peut-être pour poursuivre sur Live... Non, mais juste sur l'élément que vous venez d'aborder. Du barreau d'encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire au Québec. On va regarder le détail de la proposition, mais on s'entend avec le barreau sur une chose. La clause dérogatoire, la CAQ en a abusé. Elle en a abusé avec le projet de loi 9. Elle en a abusé sur tous ces projets de loi qui traitaient soi-disant de la laïcité. Évidemment, on a des visions différentes de la laïcité. Et c'est quelque chose d'assez grave. La clause dérogatoire, là, en fait, c'est une espèce de compromis historique dû au fait qu'on est resté une province. Le Québec doit être un pays. On doit être un pays qui a des droits et libertés qui sont respectés. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. La clause dérogatoire pour protéger la langue française, la clause dérogatoire pour toutes sortes d'autres sujets. Dans l'histoire, on peut prendre des moments où on peut dire que c'était une bonne utilisation de la clause, puis on n'est absolument pas contre la clause dérogatoire. Mais spécifiquement, contre quoi nous sommes, là, c'est l'utilisation qu'on a faite de la CAQ, notamment sur les enjeux de laïcité dans les dernières années. S'ils sont si confiants que leurs lois sont bonnes et qu'elles font avancer les droits comme ils le prétendent, bien alors ils n'ont rien à craindre à la soumettre aux tests des tribunaux. Sur Live Nation, donc pour Québec solidaire, il faudrait couper les millions de dollars en subventions que Evenco et Live Nation reçoivent. La demande qu'on a faite très précise vendredi dernier, j'ai écrit au ministre de la Culture et à la ministre du Tourisme aussi pour dire qu'il faut revoir les critères d'attribution. Parce que les solutions, c'est complexe ces affaires-là, il faut le faire dans le détail. Mais la situation actuelle, elle est aberrante. Qu'on finance l'impérialisme culturel américain avec nos propres fonds publics et que ça invisibilise les productions culturelles québécoises à Montréal même, c'est une situation qui est inacceptable. Puis on ne va pas se laisser avoir avec des arguments bureaucratiques. Il faut qu'ils trouvent une solution politique très rapidement.